Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette deuxième journée de Facebook Live dans le cadre de notre saga franchise pour vous permettre de mieux préparer votre dossier et votre projet de création ou de reprise d'entreprise en franchise, sachant que vous pourrez contacter et rencontrer et faire des rendez-vous avec les exposants de Franchise Expo Paris sur Franchise Expo Online qui débutera la semaine prochaine, donc du 26 au 28 octobre. Aujourd'hui, deuxième plateau. Après avoir défini la franchise hier, aujourd'hui nous allons entrer dans le vif du sujet. Quelles sont les étapes clés pour créer son entreprise en franchise? Et nous avons distingué trois étapes. La première qui est bien entendu l'étude de marché. La deuxième qui est le business plan et la troisième étape qui est le financement. Et pour cela, nous avons la chance d'accueillir trois intervenants qui vont vous parler chacun de ces étapes en particulier. Et j'accueille directement Laurent Cruche de Territoire Marketing qui va vous parler d'études de marché. Laurent, c'est à toi. Merci Rosemary. Bon, alors effectivement, trois sujets importants et celui que je vais traiter, celui de l'étude de marché. Donc, je suis Laurent Cruche, je suis le directeur de l'Institut d'études Territoire et Marketing. Je suis également membre du Collège des experts de la Fédération française de la franchise sur ma spécialité, et ça tombe bien, qui est l'étude de marché et le géomarketing. Alors, vaste sujet que l'étude de marché. Plusieurs questions se posent. Comment faire une étude de marché ? Qui doit faire l'étude de marché? Quand je dois faire l'étude de marché? Puis une autre question qui pourrait avoir son intérêt, qui est combien ça coûte de faire une étude de marché? Puis derrière la question de combien ça coûte, en ai-je vraiment besoin? Alors ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est qu'une étude de marché, c'est un sujet essentiel dans votre démarche de chef d'entreprise, dans votre démarche de futur commerçant, puisque ça va vous permettre de poser les bases, de vous projeter dans le futur, finalement, de votre activité, qui va quelques mois après avoir choisi l'enseigne avec laquelle vous allez travailler, donc du point de vente que vous allez ouvrir. Alors, dans tout votre parcours de franchisé, vous allez, en tout cas de candidat à la franchise, vous allez avoir quelques étapes dans lesquelles vous allez soit vous faire informer, soit avoir des informations qui vont venir de la part du franchiseur. Puis, à un moment donné, vous allez basculer dans justement ce métier de chef d'entreprise et ça va être à vous de construire vos propres sources d'informations. L'étude de marché répond exactement à cet objectif. Alors, déjà, il faut savoir qu'il faut séparer dans la terminologie, dans les termes qu'on utilise, dans les mots que vous allez rencontrer dans la franchise, ce qu'on appelle l'état local de marché de ce qu'est l'étude de marché. Un état local de marché est un document que votre enseigne, que le franchiseur, que la tête de réseau est obligé de vous fournir au titre d'un texte de loi qui est l'article L330-3 du Code de commerce, cette loi qu'on appelle la loi Doubin. Et du fait de la loi Doubin, un franchiseur, une enseigne, une tête de réseau doit vous informer sur le tissu local, sur l'environnement concurrentiel, sur l'environnement socio-démographique autour duquel votre futur magasin, votre future unité, votre futur restaurant va se trouver. Ça ressemble, le terme déjà est trompeur, parce que c'est état local de marché, on n'est pas loin de l'étude de marché, mais ce n'est pas une étude de marché. Et ce n'est pas une étude de marché parce qu'il n'y a pas de prévision de chiffre d'affaires et il n'y a pas de recommandation à l'intérieur d'un état local de marché. Donc, séparez bien dans vos compréhensions ce que le franchiseur doit vous apporter, c'est-à-dire l'état local de marché, de ce que vous devez apporter à votre projet, l'étude de marché. Et pourquoi vous devez faire une étude de marché avec prévision de chiffre d'affaires? C'est parce qu'ensuite, vous allez d'abord vous assurer de la validité de votre projet. Et puis, une fois que cette validité sera assurée, vous allez devoir rencontrer votre expert comptable, bâtir avec lui le business plan. Virginie nous en parlera tout à l'heure. Puis une fois que vous aurez, avec l'étude de marché et le business plan, rencontré votre expert comptable et bâti ce compte de résultats prévisionnels, vous allez voir la banque et c'est avec ces documents, entre autres, que vous irez demander votre emprunt à la banque. Alors une étude de marché, ça comporte différentes étapes. C'est assez simple à comprendre, mais finalement assez technique à réaliser. Tout d'abord, vous avez une phase préparatoire qui est essentielle, qui est celle où vous allez devoir réunir tout un ensemble de documents
sur le projet, c'est-à-dire sur l'adresse à laquelle vous allez ouvrir. Donc souvent, quand on fait une étude de marché, on ne peut pas dire quasiment tout le temps, vous devez avoir l'adresse de votre futur local. Et chaque local, chaque emplacement étant particulier, vous allez devoir vous faire la liste des questions importantes auxquelles vous souhaitez que l'étude de marché réponde. Premier point. Donc, préparez l'étude, préparez les réponses que vous attendez ou celles que vous voulez fournir à votre expert comptable et à la banque. Et ensuite, préparez la phase de terrain, puisque vous allez devoir obligatoirement vous déplacer sur le terrain. Vous déplacer sur le terrain, c'est ce qui est la deuxième étape. Ça signifie que vous allez devoir planifier, choisir les jours où vous allez observer le fonctionnement de la zone de chalandise, et donc c'est-à-dire des commerçants concurrents, des commerçants complémentaires à votre activité et bien évidemment vos futurs consommateurs. Vous allez aller sur place, vous allez relever les fréquentations, les flux, vous allez faire des comptages, combien de personnes passent devant ma boutique, ma future boutique. Vous allez regarder si les catégories de population qui passent devant la boutique ressemblent aux clients qui vous semblent être ceux habituels de votre enseigne et de votre réseau. Et vous allez faire un certain nombre de photos, un certain nombre de films, un certain nombre de relevés de prix, de relevés d'informations, pour vous assurer que vous avez choisi un emplacement qui va avoir une bonne performance. Cette phase terrain, quand elle est demandée à un cabinet spécialisé qui réalise l'étude de marché, dure habituellement une journée. Si c'est vous qui la faites, et d'ailleurs même parce que vous êtes candidat franchisé, je vous invite à passer du temps sur le terrain, c'est-à-dire à bien planifier la journée d'études, mais surtout à enchaîner plein de moments, surtout si vous habitez à côté de votre futur local, d'enchaîner plein de moments où vous allez vérifier que ce que vous avez observé sur une journée se répète régulièrement dans le temps. Alors, on ne peut pas passer un an à étudier un local avant de pouvoir ouvrir, mais l'idée est bien celle-là. L'idée est qu'une étude de marché est un modèle réduit de ce que vous allez vivre une fois ouvert. Et comme vous êtes futur patron, future patronne, et que vous devez vous-même prendre des décisions, vous devez d'abord prendre de l'information, l'analyser, en tirer un certain nombre de conclusions, puis vérifier régulièrement que les conclusions que vous avez tirées sont les mêmes, et puis quand elles changent un petit peu, tant mieux, ça vous permet d'affiner votre projet, et puis d'affiner la compréhension que vous aurez de la zone. Quand vous faites cette phase terrain, que ce soit en étant sur place ou après en étant chez vous, vous devez aussi prendre des informations auprès des chambres de commerce, auprès des chambres de métiers, mais bien évidemment auprès de vos futurs commerçants voisins, bien évidemment en allant observer la concurrence, puis en interrogeant le plus de gens possible sur la zone. Alors, soit vous les interrogez avec des outils de recueil d'informations, des enquêtes par questionnaire que vous envoyez par emailing en allant les poster sur des réseaux sociaux, ou bien alors des enquêtes que vous envoyez ou des enquêtes téléphoniques en prélevant un certain nombre de numéros de téléphone au hasard, et vous appelez en fait des clients, des futurs clients de votre zone de chalandise, et vous les interrogez sur la nature de votre projet, ou en tout cas l'activité que vous allez vouloir déployer en franchise. Quand toute cette phase de terrain, d'observation, de recueil d'informations est faite, vous pouvez commencer à bâtir un peu les forces et faiblesses de la zone d'implantation, alors ce que je vais appeler pour simplifier la zone de chalandise de votre futur emplacement. C'est-à-dire que vous allez devoir, alors que c'est très dur quand c'est son propre projet, vous allez devoir y voir non seulement les points forts, mais également les points de faiblesse. Et c'est essentiel que vous le fassiez parce que dans la construction du chiffre d'affaires derrière, vous allez devoir un peu faire la somme des choses positives et des choses négatives pour estimer si vous allez vous retrouver dans un point de vente extrêmement performant par rapport aux autres points de vente du réseau, ou au contraire dans un point de vente qui pourra toujours être rentable, mais sera peut-être dans un niveau de performance plus normal, finalement, alors plus moyen au sens positif du terme. Et ça, c'est votre travail ou celui de l'Institut d'études de marché à qui vous confiez la réalisation de l'étude, que d'arriver à ce diagnostic. Un point essentiel de l'étude de marché, c'est l'analyse de la concurrence. C'est là où vous allez vite comprendre qu'il faut confier l'étude de marché à un institut, en tout cas à un tiers expérimenté, parce que vous allez devoir aller chez les concurrents, vous allez devoir avoir un avis sur eux, vous allez devoir savoir s'ils sont plus forts que vous, moins forts que vous, et c'est très compliqué quand on est porteur de projet
de regarder les commerces dans lesquels on allait avant spontanément comme client, et maintenant de les regarder avec l'œil du technicien et de se dire, bon, par rapport à mon enseigne, par rapport à son positionnement, par rapport à ma politique tarifaire, par rapport à la taille de mon magasin, par rapport aux équipes que je vais avoir, comment ce commerçant, chez qui j'allais avant faire mes courses, qui devient maintenant un concurrent, va réussir à challenger mon futur point de vente. Ça demande excessivement d'objectivité, beaucoup de recul, et c'est là où on comprend assez facilement que vous devez faire votre étude de marché au sens où vous devez vous intéresser à votre propre marché, vous devez vous faire votre propre avis, mais finalement vous avez besoin d'un tiers, analyste, qui va regarder votre futur projet, votre implantation, avec une totale objectivité, puisque lui se moque, entre guillemets, il a un œil de technicien, de savoir si le point de vente est favorable ou non à une ouverture. Ce pavé est essentiel, vous devez relever les prix, vous devez regarder les horaires d'ouverture, vous devez regarder surtout avec la période actuelle s'il y a eu un impact dans sa façon de vendre. On parle beaucoup de livraison dans la restauration bien évidemment, mais de click and collect dans d'autres secteurs d'activité. Est-ce qu'il a changé ses horaires d'ouverture? Est-ce qu'il fait des points retrait? Bref, toutes ces questions sur la concurrence, sur les nouveaux moyens, les nouveaux modes qui vont se mettre en place, vous devez effectivement, entre autres, le diagnostiquer et voir si vous êtes armé pour résister à cette concurrence. Une fois que tous ces diagnostics sont faits, concurrence, zone de chalandise, population, flux, vous allez devoir arriver à la prévision de chiffre d'affaires. C'est mon deuxième argument pour expliquer pourquoi vous devez passer par une société d'études, c'est que vous devez faire appel à des techniques de calcul et qui plus est au recul de l'expertise, puisque vous n'allez faire qu'une seule étude de marché, la vôtre, pour votre futur point de vente. On n'est souvent pas expérimenté dans ce domaine-là, donc vous devez forcément passer par des spécialistes qui vont utiliser les différentes méthodes de calcul. Il y en a 4-5 qu'on retrouve régulièrement, dont beaucoup se basent sur l'observation des performances des concurrents de la zone et de se demander si vous êtes capable d'arriver au même taux de fréquentation, même panier moyen, même taux de transformation. Et si c'est le cas, vous allez prévoir votre chiffre d'affaires en fonction de vos propres tickets moyens, c'est-à-dire ceux de l'enseigne, et appliquer un taux de pondération à la hausse ou à la baisse, selon le diagnostic que vous avez effectué tout à l'heure. En 10 minutes, c'est toujours très difficile de décrire le contenu de l'étude de marché parce que c'est vraiment un sujet technique et qui fait appel à l'habitude, à la récurrence. Donc, forcément, je vous invite à contacter des instituts d'études référencés, identifiés par la Fédération française de la franchise comme étant des vrais professionnels. Il faut que ces instituts d'études soient déjà en relation avec l'enseigne avec laquelle vous travaillez, parce que l'enseigne envoie à l'institut d'études tout un ensemble d'informations, à commencer par les chiffres d'affaires de l'ensemble des points de vente du réseau, les tickets moyens, les niveaux de fréquentation, les difficultés du moment, les points forts du moment. Et il n'y a qu'un institut d'études qui est proche des réseaux qui peut arriver à faire une prévision de chiffres efficace. On pourra peut-être revenir sur les questions tout à l'heure. Entre autres, on verra si ça vous intéresse, savoir combien une étude de marché coûte. En tout cas, vous devez la faire pour valider votre emplacement et ensuite rencontrer l'expert comptable pour que vous donniez à l'expert comptable la première ligne du compte de résultat, c'est-à-dire celle du produit d'exploitation. L'expert comptable l'expert comptable se chargeant du reste, et Virginie Sablé va venir nous raconter de quoi se charge l'expert comptable. À tout à l'heure. Bonjour à tous, donc Virginie Sablé, responsable développement franchise et partenariat chez KPMG. Je vais donc aborder, comme l'a dit Laurent, qu'est-ce qu'un business plan, un bon business plan. Donc pour moi, en résumé, un business plan, c'est la clé de voûte du projet entrepreneurial. Ça veut dire que vous devez, dans ce business plan, c'est un outil structurant qui vous permet de vous projeter dans votre, avec l'enseigne. Donc l'idée, c'est de vous détailler, parce que c'est vrai qu'en 10 minutes, c'est pas forcément évident, c'est de détailler en deux parties le business plan. Donc une première partie que je vais appeler un peu littéraire, une sorte de littérature, un peu le côté qualitatif du business plan, et une partie un peu plus chiffrée, donc la partie économique et financière. Sur la partie, on va commencer, donc sur la partie
plus qualitative, plus littéraire, il faut bien expliquer qui vous êtes, votre projet, l'implantation. Alors voilà, vous pouvez rebondir forcément avec l'étude de marché dont a parlé Laurent tout à l'heure, mais l'idée est vraiment que vous puissiez faire transparaître à travers cette présentation qui vous êtes, pourquoi vous êtes motivé à vous lancer avec cette enseigne, le choix de cette enseigne, pourquoi vous avez choisi cette enseigne, quels sont les éléments différenciants par rapport aux concurrents, bien connaître les concurrents. Je pense qu'Hélène abordera aussi ce sujet-là après parce que c'est des questions qui peuvent vous être posées par la suite. Et ce que disait Laurent également, c'est très important, c'est important pour vous, mais c'est important aussi de voir que vous avez travaillé sur votre projet, que vous n'êtes pas là par hasard, que vous avez vraiment travaillé l'intégralité du projet. Donc sur cette partie-là, et la qualité de l'implantation aussi, hein, c'est important ce que je disais tout à l'heure, et en complément de ce que disait Laurent. Donc sur la partie chiffrée, alors la partie chiffrée, forcément on va voir les recettes, les dépenses, estimation, hein, et puis après le bénéfice qu'on va pouvoir dégager. L'idée c'est de se dire, si on prend déjà l'estimation de chiffre d'affaires, on part de l'étude de marché, plus des éléments que vous allez récupérer auprès du franchiseur. Il va vous donner quelques éléments. Il faut savoir que le franchiseur doit vous donner des éléments qui sont fiables et sincères, comme on dit hein, d'un point de vue légal, c'est-à-dire qu'il doit vous donner les ratios de son réseau. Donc vous allez avoir les ratios, donc bien avoir en tête, donc ça doit être daté, hein, de quelle période on parle sur les ratios qui sont évoqués. Quel est le périmètre? Est-ce qu'on prend tout le réseau? Est-ce qu'on mélange les succursales, les franchises, les franchisés, pardon. Donc c'est important d'avoir un peu le périmètre, d'avoir la performance du réseau de façon générale. Il faut savoir que si vous avez choisi une enseigne qui est plutôt mature, vous allez avoir des données à disposition plus importantes. Donc ces données à disposition, ça peut être un benchmark par typologie de ville par exemple, qu'on peut vous donner. Par contre, sur un franchiseur, un jeune franchiseur plutôt, donc il peut avoir l'exploitation de ses sites pilotes, c'est s'appuyer sur la performance des sites pilotes. Regardez-vous par rapport à votre implantation et puis reprendre l'étude de marché hein, et puis vous dire, bon, maintenant moi je me positionne avec les éléments de l'étude de marché que j'ai récupérés, les éléments du franchiseur et moi qu'est-ce que je peux faire? Et c'est votre estimation de chiffre d'affaires, c'est vous qui vous engagez sur l'estimation de chiffre d'affaires. C'est ni l'expert comptable, ni le franchiseur. J'insiste sur ce point-là parce que c'est important. Souvent, on attend des éléments et de l'expert comptable et du franchiseur à ce niveau-là. C'est à vous de vous projeter en ayant toutes les données. Vous êtes maître de l'estimation de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est important. Après, la petite recommandation par rapport au contexte actuel, c'est d'avoir effectivement aussi une vision des 8 derniers mois. C'est un échange avec le franchiseur et quelques données sur quelle a été la performance en fait des 8 derniers mois. Alors il y a des secteurs qui ont souffert, on le sait tous, mais il y a des secteurs aussi qui ont un peu plus surperformé sur des secteurs d'activité bien particuliers. Donc c'est de se dire bon voilà, comment a réagi le modèle économique en fait du franchiseur, enfin, de la franchise d'enseigne aujourd'hui, et de se dire bon voilà, et dans mon prévisionnel je vais prendre en compte cet impact Covid. Enfin voilà, c'est important d'avoir ces idées, ces éléments et de l'expliquer aussi et de dire que vous avez pris cet impact ou ce potentiel impact dans vos estimations. Autre point important sur l'estimation de chiffre d'affaires, si vous choisissez un secteur qui a une forte saisonnalité, c'est d'avoir en tête et de demander aux franchiseurs la saisonnalité. Je pense notamment aux chocolatiers. Vous devez avoir une répartition du chiffre d'affaires sur l'année. C'est important après par rapport à tout ce qui est toute la trésorerie, donc d'avoir une bonne répartition du chiffre d'affaires. Voilà. Sur la partie après dans votre prévisionnel, ce qui est important, c'est aussi d'avoir tous les frais relatifs à la création d'entreprise en tête. Donc il y a les frais classiques, hein, je ne vais pas vous détailler tous les frais que vous devez avoir en création d'entreprise. Alors on a un guide chez KPMG, c'est le guide de la création d'entreprise en franchise. Vous pouvez regarder, là vous aurez tout le détail, on détaille les différents frais, mais globalement c'est les frais classiques de la création d'entreprise auxquels on ajoute le droit d'entrée en franchise. Et la formation initiale si elle n'est pas comprise dans le droit d'entrée, parce que parfois elle est comprise dans le droit d'entrée. Donc ça c'est ce point-là, et puis c'est demander de l'information notamment aussi sur la partie agencement du local et d'avoir un prix par exemple au mètre carré de l'investissement.
Donc ça, c'est vraiment important d'avoir cette vision aussi des frais relatifs à la création d'entreprise. L'enjeu, c'est de déterminer votre besoin en fonds de roulement. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin peut-être d'anticiper certaines choses. Alors, le besoin en fonds de roulement, c'est capital pour pallier, par exemple, un retard dans les travaux, à une fermeture éventuelle lors d'une crise sanitaire comme on a vécu aujourd'hui. Donc ça, ce sont des points à avoir en tête. Donc il faut bien estimer son besoin en fonds de roulement. Je pense que Hélène reviendra sur le sujet également. L'apport personnel, même chose. Nous, en général, on parle de 30% d'apport personnel par rapport à l'investissement global. Mais c'est un sujet qui sera détaillé également par Hélène. Sur la partie aide financière, moi je vous invite à vraiment essayer de trouver toutes les aides possibles pour compléter en fait voilà le financement. Donc il y a des aides qui peuvent être des aides locales, des aides nationales. Donc il y a tout un listing d'aides également qui est disponible. Et vous avez un site qui est extrêmement bien fait de la CCI, c'est les-aides.fr, qui vous permet de renseigner tout simplement le secteur d'activité, votre département, et vous allez avoir, je crois qu'on demande également le statut juridique, et derrière vous avez toutes les aides auxquelles vous pouvez prétendre. Donc ça c'est une petite astuce, mais c'est vrai que ça permet déjà de filtrer un petit peu et de se dire bon voilà, voilà qui je peux aller solliciter. Ensuite, forcément vous allez avoir une projection, donc la projection sur 3 à 5 ans, ça dépend, et puis vous allez devoir, alors l'expert comptable avec qui vous allez travailler sur le sujet, parce que idéalement il faut avoir un expert comptable spécialisé qui connaisse le modèle de la franchise, vient vous poser la question de savoir également les redevances pour monter le business plan. Quelles sont les redevances? Donc, il y a des redevances d'exploitation et parfois des redevances de communication. Donc bien avoir les éléments en tête au préalable. Et puis sur les parties indicateurs financiers que vous devez avoir en tête, c'est connaître votre seuil de rentabilité, c'est-à-dire on parle souvent de points morts communément, ou d'équilibre, donc ça c'est quelque chose que vous devez avoir en tête. Et puis un plan de trésorerie, donc ça c'est vraiment important d'avoir le plan de trésorerie, et le compte de résultat par la suite pour voir aussi je dirais, la rentabilité du projet sur du long terme. Donc voilà en résumé, donc vous avez bien compris les recettes, les dépenses, les bénéfices, un remboursement des investissements, et puis après les bénéfices. Donc tout ça, c'est effectivement un ensemble qui doit être très clair et concis. Vous devez cependant pas simplement vous arrêter, comme je disais en préambule, sur des données uniquement chiffrées. C'est bien expliquer tout cela. Donc ça, c'est capital. Se positionner, en fait, c'est sûr que vous allez présenter à des gens du chiffre, mais c'est important aussi, vu le contexte actuel, de savoir bien présenter et puis avoir vraiment cette vision, j'ai envie de dire, globale de votre projet, le pourquoi. Moi, j'insiste sur cette partie-là. Et ensuite, le dernier point sur lequel je souhaiterais insister, c'est-à-dire que le business plan, on le fait certes pour avoir des financements, mais on ne le fait pas que pour le banquier, en fait, ni pour avoir des aides. On le fait aussi pour demain, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez lancé votre activité, ça doit être un outil de pilotage. C'est-à-dire que vous allez vous dire, on parlait tout à l'heure du seuil de rentabilité, c'est de se dire, écoutez, voilà, mon seuil de rentabilité, aujourd'hui, combien je dois faire de chiffre d'affaires, la projection de chiffre d'affaires que j'ai faite pour le premier mois, comment je me positionne, et réajuster, s'en servir comme un outil pour le réajuster, et que ce soit véritablement un outil de pilotage pour que vous puissiez, vous, maîtriser votre business, prendre des mesures correctives s'il est nécessaire. Et donc ça, c'est vraiment un élément capital pour moi. Et donc, c'est un outil pour rechercher des financements, mais un outil de pilotage pour vous. Je vais passer la parole à Hélène de la Banque Postale sur toute la partie financement. Bonjour, je suis Hélène Plat, donc responsable du pôle franchise de la Banque Postale. Donc qu'est-ce qu'un pôle franchise? Il faut que vous sachiez qu'il y a des pôles franchise dans tous les réseaux bancaires. Le pôle franchise est en relation avec les franchiseurs. Son objectif, c'est de comprendre précisément
le concept de l'enseigne, le savoir-faire, l'accompagnement qui est mis en place par le franchiseur pour ses franchisés. L'objectif du franchiseur, c'est de développer son réseau et c'est donc de faciliter l'octroi de financement à ses franchisés. Les banques, les pôles franchises, donc rencontrent les franchiseurs pour bien appréhender tout le business model, bien comprendre également quel est le profil des franchisés qui sont recherchés par chaque typologie d'enseigne, de façon à, une fois que cette compréhension est bien claire, à faciliter l'étude du dossier qui sera faite non pas par les pôles franchises, mais l'étude de votre dossier sera faite par des conseillers bancaires locaux. Donc maintenant, on a beaucoup parlé de votre projet. On a beaucoup parlé de l'étude de marché. Moi, je vais vous parler de votre profil. Votre profil sera très important pour l'enseigne et pour la banque. Et ce que l'on va s'attacher à regarder, c'est la cohérence dans votre projet. Je pense que Virginie l'a mentionné, mais dans l'ensemble des éléments que vous allez indiquer quand vous allez aller rencontrer votre banquier, dans l'ensemble des données qui seront présentes, il y aura votre CV et votre parcours. Et votre parcours va nous indiquer la cohérence entre ce que vous avez fait avant, puisque 75% des franchisés sont d'anciens salariés, et le projet que vous montez, ce sur quoi vous vous projetez. Ce qui est important, c'est de choisir un secteur d'activité pour lequel, évidemment, vous êtes appétent, mais dans ce secteur d'activité, bien évidemment, une enseigne qui corresponde à vos valeurs. Si vous avez un coup de cœur, mettons, pour une enseigne, ce que l'on vous conseille, c'est d'aller rencontrer d'autres enseignes, et notamment l'enseigne concurrente, et de challenger votre choix pour être sûr, pour vous-même, du projet dans lequel vous allez vous engager. Ce qui est important également, c'est de bien réaliser que, au-delà d'un projet entrepreneurial, et c'est un projet entrepreneurial, vous allez forcément impliquer votre entourage familial. Et donc, il est important d'avoir l'adhésion de votre entourage dans la préparation de votre projet. Donc, à quel moment vous devez aller rencontrer votre partenaire bancaire ? Vous pouvez, dès le début, dès l'initiation de votre projet, aller le rencontrer parce qu'il pourra suivre l'évolution de votre projet. Mais bien évidemment, quand vous aurez une étude de marché réalisée, un business plan bien bâti, donc à chaque fois accompagné par un institut et par un expert comptable, à ce moment-là, quand vous avez l'ensemble des éléments qui ont été décrits, là, vous allez rencontrer votre banquier. En général, vous allez faire appel à la banque avec laquelle vous travaillez déjà, qui est déjà votre partenaire, qui vous mettra en relation avec un conseiller professionnel cette fois. Mais surtout, vous allez rencontrer plusieurs banques. Parce que ce qui est important, ce sera pour vous de vous présenter en tant que futur entrepreneur. Et le fait de présenter plusieurs fois l'intégralité de votre projet à plusieurs partenaires bancaires vous permettra également d'adapter votre discours et de mieux en mieux présenter votre dossier et bien sûr d'obtenir plus de chances de financement de votre projet. Sur la partie, je ne reviens pas sur les éléments que vous allez préparer lors de l'entretien avec votre banquier puisque Virginie l'a évoqué. Donc, il y a l'ensemble de votre projet. Hein. Est-ce que c'est une création? Est-ce que c'est une reprise? L'étude de marché que vous avez faite, le local sur lequel vous allez vous implanter. Vous allez vous présenter donc vous-même, votre CV. Vous allez présenter votre situation matrimoniale. Vous allez présenter votre situation patrimoniale. Et vous allez présenter également votre projet avec, donc Virginie vous l'a dit, un business plan, un prévisionnel d'activité, un plan de trésorerie et votre plan de financement. Donc votre plan de financement, vous allez indiquer tout ce qui va être financé dans votre projet, enfin tout ce qui va être, oui, financé dans votre projet,
À commencer par, nous sommes en franchise, donc en général un droit d'entrée, droit de formation s'il est en supplément, généralement un droit au bail. Vous avez des travaux pour la mise au concept de l'enseigne dans votre local. Vous avez en général un petit peu de stock à financer et de la trésorerie. Et ça va être très important de bien maîtriser et bien imaginer les montants de trésorerie auxquels vous allez devoir faire face, car en fait on se rend compte que plus vous aurez initié et imaginé vos besoins de trésorerie, plus vous donnerez de chance à votre projet d'être créé et de perdurer. Donc en face de tous ces investissements, vous allez mettre au regard un apport personnel que je vais détailler et bien évidemment un prêt bancaire, puisqu'en général l'apport personnel ne couvre pas l'intégralité du financement. Le plan global d'investissement peut être très variable d'une enseigne à l'autre. On peut parler de 40-50 000 euros pour les secteurs d'activité des services, par exemple, et aller jusqu'à des montants importants comme 1 million d'euros pour des enseignes de restauration, par exemple. Donc, on ne va pas parler, quand on parle d'apport personnel, on ne parlera pas de montant, mais plutôt de pourcentage, donc vraiment de l'investissement global de votre projet. Ce qui est demandé, c'est d'avoir un investissement, un apport personnel qui soit de l'ordre de 30% minimum et qui peut être plus élevé dans le cas de services, puisque là, on va financer beaucoup plus d'immatériel. Donc, on vous demandera un apport personnel plus élevé dans le cas de services plus que de commerce. Votre apport personnel, c'est vraiment votre épargne immédiate que vous pouvez mettre en œuvre directement et immédiatement dans le cadre de votre projet. Virginie l'a évoqué, vous pouvez avoir accès à d'autres prêts pour compléter votre plan d'investissement. Vous pouvez faire appel à des prêts d'honneur auprès des réseaux Entreprendre, Initiative France. Ces prêts d'honneur sont des prêts à taux zéro. Il n'en reste pas moins que ce sont des prêts et que donc il faudra les rembourser. Vous pouvez faire appel à des aides à la reprise et création d'entreprise. Et enfin, il y a également l'accès à des prêts participatifs via des plateformes. Ces prêts sont en général à des taux qui sont plus élevés, mais qui peuvent vous permettre de financer, par exemple, le besoin en fonds de roulement que l'on a évoqué, qui n'est pas financé par les banques. Et il peut vous permettre, via ces plateformes participatives, de faire de la communication sur l'ouverture de votre futur point de vente. Par rapport à ce qui a été évoqué, ce qui est très important, c'est que ce qui va être regardé aujourd'hui, lors de votre entretien, ce sera, je l'ai dit, votre parcours, expliquer le choix de l'enseigne, le choix du secteur d'activité, mais vous allez devoir expliquer très précisément l'étude de marché que vous avez faite, sur quoi elle est basée, ce que vous avez pris en compte. On le sait, cette crise a fait évoluer les modes de consommation et vous devez en tenir compte. Laurent l'a évoqué. Est-ce que vous allez faire du click and collect? Est-ce que vous allez faire de la vente à emporter, de la livraison? Et tout ça, toutes ces informations, vous devez être en capacité de les décrire précisément avec votre chiffre d'affaires prévisionnel. Et il doit avoir un lien que le banquier doit être en capacité de comprendre, que vous allez être en capacité de lui expliquer, entre mon étude de marché, mon chiffre d'affaires prévisionnel et la rentabilité que je pourrais sortir de ce projet.
Voilà. Maintenant, je ne sais pas si vous avez des questions complémentaires. Effectivement, Hélène, il y a des questions complémentaires. Une pour toi directement. Alors, je les découvre en direct. Hein. Je sens mon banquier un peu réticent quant à mon projet. Comment le rassurer et puis quels sont les arguments les plus utiles pour le rassurer? Comment faire mouche auprès du banquier en fait? Comment faire mouche? C'est un peu ce que l'on a expliqué. Ce qui est important, c'est d'apporter au banquier la preuve que vous avez compris tous les tenants et les aboutissants de votre projet et d'expliquer déjà par l'étude de marché, par l'étude de la concurrence, par l'étude que vous pouvez lui apporter des chiffres d'affaires des derniers mois des franchisés de cette même enseigne, de la réalité du chiffre d'affaires prévisionnel que vous avez inscrit dans votre projet. Et je le redis, n'allez pas voir une seule banque, allez en voir plusieurs. Ça vous permet également de roder votre discours et de l'améliorer. Prenez en compte aussi toutes les questions que peut vous poser votre banquier. Il va vous challenger forcément sur votre projet et peut-être que vous pouvez, sur certains points, eh bien, apporter des réponses complémentaires auxquelles vous n'aviez pas pensé immédiatement. Mais tu viens de répondre à la deuxième question qui était combien de banques faut-il consulter au minimum? Il n'y a pas vraiment de minimum, mais le minimum c'est 3. L'avantage des pôles franchises, c'est qu'elles sont en relation avec les franchiseurs. Quand vous allez débuter l'étude, la recherche de financement auprès des banques, vous pouvez demander à votre franchiseur qu'il vous mette en relation directement avec les pôles franchises des banques. Ce n'est pas le pôle franchise qui étudiera votre dossier, mais le pôle franchise vous mettra en relation avec le conseiller le plus proche, le conseiller professionnel le plus proche, qui lui a l'avantage de très bien connaître la zone de chalandise où vous allez vous implanter. Et lui va vous challenger sur l'étude de marché que vous aurez pu faire, l'étude de la concurrence que vous aurez pu faire, et du coup, le prévisionnel d'activité que vous aurez construit. Virginie, si tu me permets, je vais me poser une question. Je vais m'auto-questionner, enfin je vais prendre une question là, des gens qui nous suivent. Une question qui m'a été posée, c'est quel est le point essentiel à ne pas négliger lorsqu'on cherche un local pour s'implanter? En fait, la question est assez intéressante. Elle est très bien vue et il faut vraiment privilégier le fait que le local choisi permette, ça vous paraît évident, mais permette d'exercer l'activité du franchiseur dans les meilleures conditions. Alors, en disant ça, on peut dire que j'ai rien dit, mais c'est par opposition, ce qu'il faut comprendre dans ma réponse, c'est que c'est par opposition à choisir un local à cause de son implantation. Donc, si vous vous retrouvez, prenons des cas qui sont simples, c'est-à-dire qui s'opposent assez facilement, une très belle zone d'implantation, mais un local biscornu dans tous les sens du terme, qui ne permet pas de bien exploiter le savoir-faire du franchiseur, mais qui est idéalement placé, moi j'aurais tendance à m'en éloigner, j'aurais tendance à ne pas le privilégier au profit d'un local qui serait peut-être un peu moins placé, un peu moins bien placé, mais dans lequel je pourrais exercer librement, facilement, pleinement, à 100% l'activité du franchiseur, c'est-à-dire le savoir-faire, qui est la raison pour laquelle j'ai rejoint l'enseigne, parce que l'enseigne me plaisait, parce qu'elle m'acceptait aussi, et parce que son savoir-faire était en accord avec le mien. Donc, c'est vraiment ça le point essentiel, c'est être sûr de pouvoir exercer l'activité. Et après, de toute façon, l'étude de marché et le business plan s'adapteront aux performances prévues de ce local. Donc on peut s'implanter dans des zones qui sont un peu moins numéro 1, tant qu'on est capable derrière de l'appliquer sur l'étude de marché et sur le prévisionnel. Il y aura une question, on a aussi une double question à laquelle on répondra toi et moi, qui est la question magique. Combien ça coûte? Donc combien coûte une étude de marché et puis combien ça coûte de faire appel à un expert comptable? On va vous donner des éléments de réponse là-dessus. Mais avant ça, Virginie, une question qui est comment doit-on adapter son business plan à l'heure de la crise sanitaire et quels sont les éléments supplémentaires à prendre en compte ou les éléments essentiels à prendre en compte?
Alors les éléments, comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est dire voir déjà comment a réagi l'enseigne par rapport à la crise sanitaire, c'est-à-dire s'il y a eu plus 20%, s'il y a eu moins 20% ou moins 30% d'activité. Donc ça, c'est adapté en fonction et dire que vous avez pris en compte ces éléments-là par rapport aux éléments que vous avez reçus, les données sur les résultats du franchiseur. Il y a également un autre point, alors après là je pense que je laisserai Hélène compléter si elle le souhaite. Nous, ce qu'on a commencé à faire sur certains dossiers, c'est se dire, bon voilà, vous êtes sujet à une fermeture éventuelle, on pense aux salles de sport, on pense à différents secteurs d'activité, c'est se dire, bon, je vais mettre plus d'apports personnels pour avoir justement de la trésorerie supplémentaire en cas d'une fermeture éventuelle d'1 mois ou 2 mois, et de dire, bah voilà, vous savez, je l'ai pris en compte. Mon apport personnel par rapport aux projets précédents, les porteurs de projets précédents avaient des apports personnels inférieurs. Moi, volontairement, j'ai mis plus d'apports personnels parce que j'ai anticipé ce point-là. Alors, je vais rebondir. C'est exactement ce dont on a parlé tout à l'heure, qu'on a évoqué toutes les deux. C'est très important de bien imaginer la trésorerie de départ. C'est essentiel. Et aujourd'hui, vous donner plus de trésorerie, mettre plus d'apports personnels, c'est vous donner une sérénité sur l'avenir face aux aléas. Donc ça, ce sera très important et très étudié, à la fois par l'expert comptable et à la fois par le banquier. Et du coup, il y a une question qui est dans la ligne droite de ce que vous êtes en train de dire, c'est est-ce que les aides font partie de mon apport personnel? Non, les aides sont un plus, elles ne sont pas considérées comme l'apport personnel. En revanche, elles peuvent quand même venir en déduction du crédit demandé. Tout à fait, elles viendront en déduction du crédit demandé, donc voilà. Forcément, ça fera un prêt qui sera moins important. Voilà. Mais l'apport personnel est vraiment l'investissement que le porteur de projet met dans son projet, et c'est comme ça qu'il est regardé par le banquier. Voilà. Ce qui veut dire que si on a 200 000 € à emprunter et qu'on doit venir avec 30%, je reprends ton exemple tout à l'heure, on doit avoir 60 000 € d'apport personnel, mais si on a 50 000 € d'aide, 200 moins 50 000, ça fait 150, donc on pourrait se limiter à 30% de 150, c'est-à-dire à 45 000 €. Sauf que toi, ton conseil est de dire, plus vous pouvez apporter, mieux c'est. Donc en fait, les aides viennent plutôt en déduction du besoin de crédit. Exactement. Okay. Et puis l'apport personnel, c'est aussi une façon de se dire, je crois en mon projet, exactement. Vous voyez, j'investis, je mets de l'argent, mon épargne en fait. Hein. Bon. Une question sur le coût d'une étude de marché et puis bien après sur le coût de l'expert comptable en fait dans la partie business plan. Bon, pour l'étude de marché, je peux y répondre assez facilement puisque ça me concerne directement. Voilà, une étude de marché, ça coûte 3 000 €. Vous pouvez en trouver des un petit peu moins chers, vous en trouvez forcément des un petit peu plus chers, mais en gros, ayez en tête que ça coûte 3 000 €. Dès que vous vous trouvez dans des tarifs qui sont vraiment nettement en dessous de cette somme, dès que vous êtes vers 2 000 € et en dessous de 2 000 €, il faut juste imaginer que l'institut d'études qui doit réaliser ce dossier, qui est très technique, ne passera pas le temps nécessaire ou utilisera des méthodes trop informatisées, trop modernes, et le risque de mauvaise prévision du chiffre d'affaires est extrêmement important. Et après, tout va en cascade: mauvaise prévision de chiffre, mauvais business plan, mauvaise demande d'emprunt, mauvaise demande de besoin en fonds de roulement, et vous allez fragiliser votre projet. Donc, moi, j'aime bien dire par rapport à cette question sur le prix, c'est que il ne faut pas négliger son étude de marché, sinon plus tard, c'est votre marché qui vous négligera. Donc, comme tous les sujets qui sont fondateurs de la vie et fondateurs de votre vie professionnelle, sur l'étude de marché, il faut que vous acceptiez qu'il y a un juste prix, que les instituts d'études doivent passer du temps pour travailler sur votre dossier. Voilà, et en dessous de 3 000 €, en dessous de 2 500 €, c'est quand même très compliqué. Je ne sais pas si tu peux répondre à la question, c'est plus complexe. Alors, nous, c'est plus complexe pour répondre sur une clarification en tant que telle, mais on peut déjà avoir parce qu'en fait, ça peut être de la création, ça peut être une reprise aussi. Donc c'est pas la même chose si on doit reprendre, s'il y a une évaluation, enfin il y a plein d'éléments à prendre en compte. Donc moi c'est difficile de vous donner un prix sur un business plan parce que c'est de l'investissement en temps, ça dépend aussi ce que, enfin voilà, c'est création, reprise surtout. Et puis la typologie, si on est dans du service à la personne ou si on est sur la reprise d'un groupe hôtelier, enfin d'un hôtel pardon, donc là on n'est pas du tout sur la même chose quoi.
Une question pour Hélène, a priori, sur les garanties. Est-ce que vous pouvez évoquer les garanties que la banque demande ou peut demander ou est en droit de demander, c'est-à-dire jusqu'où la banque peut aller dans le cautionnement du prêt ou dans la garantie Dans les garanties classiques, la banque demande le nantissement du fonds de commerce et une caution du dirigeant. Vous pouvez faire appel à des organismes de contre-garantie qui sont la BPI et la CIAGI. Et est-ce qu'ils viennent limiter la caution du dirigeant ou... Ils viennent, oui, ils peuvent venir tout à fait limiter la caution du dirigeant. Bon. Je crois qu'on nous fait signe. On a fait le tour des questions, on a fait le tour du temps et... Merci à vous. Merci beaucoup à nos trois intervenants, Laurent Cruche, Virginie Sablé et Hélène Plat. Je pense qu'on a en 45 minutes rempli le contrat de vous expliquer brièvement, mais de manière assez simple et claire, les trois aspects de la création d'entreprise. Je leur remercie pour leur intervention. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, sur le même canal, où nous allons pouvoir échanger avec des franchisés qui viendront nous expliquer leur expérience, leur histoire, comment ils en sont arrivés là, s'ils sont contents de leur décision et de leur projet et de leur vie d'entrepreneur. Nous aurons le plaisir d'accueillir 3 franchisés, une franchisée des menus services, un franchisé de Del Arte et un franchisé de Tom & Co. Donc ce sera la franchise pour tous les budgets, tous les secteurs d'activité. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain.